Bon, on est avec Sébastien Carassou, vous allez bien? Bonjour, merci pour l'invitation. Et on est où? On est au Festival d'Astronomie de Florence. Tout à fait. Et vous avez fait pas mal de choses. Parmi, voilà, vous avez fait des conférences de la balade dans le système solaire, la vie secrète des étoiles, etc., etc., etc. Mais on va commencer par le début. C'est qui Sébastien Carassou? Alors Sébastien Carassou, c'est un vulgarisateur scientifique. Donc je simplifie des concepts compliqués de la science, des sciences de l'univers, pour les adapter à un public large. Et je fais ça sur plein de formats différents. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle le Sense of Wonder, sur lesquels on vulgarise l'astrophysique contemporaine. Et j'écris des livres aussi, je fais des conférences, comme ici au Festival de Florence. Et voilà. Donc, à la base, je suis astrophysicien. J'ai fait des études en astrophysique. Je me suis spécialisé dans l'évolution des galaxies. Et depuis 2017, je raconte des histoires d'étoiles aux gens. Vous avez fait les études où exactement? Alors j'ai fait mes études à l'Institut d'astrophysique de Paris, c'est là que j'ai fait ma thèse de doctorat, et j'ai étudié pendant 3 ans comment les galaxies évoluent en taille, en forme, en couleur au fil de l'histoire de l'univers. Après, vous avez fait un livre qui Tout à fait. s'appelle comment? Il s'appelle Le Cosmos et nous, il est sorti l'année dernière, en 2021, pardon. Et c'est un livre qui traite de questions existentielles qu'on se pose toutes et tous depuis tout petit. Des questions comme c'est quoi notre place dans l'univers? Est-ce que l'univers a eu un début? Est-ce que on est seul dans l'univers? D'où viennent nos atomes? Et en fait, toutes ces questions, c'est des chapitres du livre. Et l'idée, c'est de donner un aperçu, une vision d'ensemble de ce que les sciences du 21e siècle ont à nous dire sur ces questions et d'essayer de cartographier aussi les limites de ce que les sciences peuvent nous dire sur ces questions-là. Ce sont des questions que les gens se posent très souvent. Tout à fait. Que aussi, j'imagine que vous avez utilisé les canaux de YouTube pour expliquer ça d'une façon plus dynamique que dans un livre. Tout à fait. Et comment ça fonctionne plus ou moins les canaux de YouTube? Combien de followers vous avez plus ou moins? Combien vous êtes dans les canaux? En fait, on a commencé en 2015 avec un ami qui s'appelle Étienne Ledollet, et donc on a lancé cette chaîne où l'idée c'est de partager notre passion pour l'univers, notre passion pour cette espèce de grand édifice intellectuel qui est l'astrophysique contemporaine. Étienne, il est très fan de science-fiction, moi aussi, donc on essaie à partir de références de pop culture de transmettre des connaissances d'astrophysique ou autour du spatial pour émerveiller les gens en fait. C'est ça que ça veut dire le sense of wonder, ça veut dire le sentiment d'émerveillement qui moi me traverse quand j'observe des étoiles, des galaxies, etc. et que j'essaie de transmettre à des gens et à un public qu'on espère le plus large possible. Donc on a 170 000 abonnés à peu près. Il y a beaucoup moins de gens qui regardent en pratique, ça c'est YouTube, mais voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Et dans les canaux de YouTube, par exemple, quand on parle de musique, de cinéma, c'est facile d'attirer les gens parce que voilà, c'est très visuel. L'astrophysique, même si c'est super intéressant, il y a des formules mathématiques, etc. C'est où les secrets pour attirer des gens? Alors déjà, le secret, c'est de pas montrer énormément d'équations, parce que ça fait peur aux gens. Donc moi, j'essaie d'en montrer le moins possible. Parfois, on en montre parce qu'on est obligé d'en montrer, et parce que les équations, c'est aussi un langage. C'est comme les notes de musique. Si vous savez les lire, vous savez jouer de la musique. Et si vous savez lire les équations, vous savez lire l'univers. C'est quand même une compétence qui est intéressante à avoir. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de partir des références des gens, de partir de questions très très basiques sur comment est-ce que naît la vie sur Terre, comment est-ce que a évolué la Terre, comment est-ce que ça fonctionne une planète, et en partant d'imagerie issue de la science-fiction. Par exemple, on a un épisode sur les trous noirs où on envoie littéralement un personnage de Star Wars qui est Jar Jar Binks dans un trou noir pour voir qu'est-ce qui lui arrive. Et donc, on a des amis qui avaient un décor de vaisseau spatial, qui observaient ça de loin, et on pouvait parler de physique des trous noirs à partir de cette mise en scène-là. On a une autre série qui s'appelle Voyage vers Proxima B, où j'incarne un pilote de vaisseau spatial qui arrive sur une exoplanète, donc une planète située hors de notre système solaire, qui la voit pour la première fois, et donc ça crée une espèce de relation avec le spectateur ou la spectatrice, qui fait une relation émotionnelle, qui fait que toutes ces connaissances qui peuvent être un peu froides, un peu avec les calculs et tout ça, nous on voit ça en astrophysique avec des calculs, on peut aussi le voir avec une mise en scène, quoi. C'est ça qu'on essaie de faire en pratique. Et aujourd'hui, on essaye plus d'aller dans des laboratoires pour voir qu'est-ce qui se fait, comment est-ce que les scientifiques travaillent aujourd'hui, c'est quoi les grosses machines qu'ils utilisent. On est parti au LHC, le grand accélérateur de hadrons du CERN en Suisse, pour voir le plus grand accélérateur de particules du monde, par exemple. Donc ça a été un moment assez exceptionnel, parce que ça nous permet de parler de Big Bang, de l'état de matière, l'état de la matière au moment du Big Bang, en tout cas dans l'univers primordial.
Et ça nous permet aussi de montrer des images de belles machines et de constructions qui sont gigantesques. La taille du détecteur Atlas, je crois, c'est à peu près la taille de la Tour Eiffel. Donc c'est des constructions magnifiques, incroyables, mais qui servent à répondre à des questions fondamentales sur l'univers. Donc on essaie de montrer ça aussi, de la science en train de se faire. Et voilà. Vous savez arriver à Chili? Parce qu'apparemment là-bas, il y a un télescope. Et oui, il y a plein de télescopes au Chili. Alors je ne suis pas allé au Chili encore jusqu'à présent. Je suis allé en Argentine pour suivre des biologistes, pour faire des carottes dans des arbres pour calibrer des modèles climatiques. Donc ça, c'est aussi sur la chaîne YouTube. Mais je suis pas allé au Chili, malheureusement. Ce serait bien. C'est noté. J'ai plein d'amis qui y sont allés. Et est-ce qu'il y a des recommandations par rapport à un film? On parlait des films que voilà, vous pouvez dire, bah, ce film c'est vraiment intéressant pour commencer à se poser des questions par rapport à l'astrophysique. Moi, un de mes films préférés, c'est le film Contact de Robert Zemeckis, qui est sorti en 97. Il a été adapté d'un roman de l'astrophysicien Carl Sagan, qui était un grand vulgarisateur. Moi, c'est comme ça que j'ai eu ma passion pour la transmission de l'astronomie. C'est grâce à Carl Sagan dont j'ai lu le livre. C'est un livre de science-fiction. Et ça a été adapté en film par la suite avec Jodie Foster, qui joue le rôle d'une astrophysicienne qui découvre un message extraterrestre à partir d'un radiotélescope, et elle va essayer d'utiliser la démarche scientifique pour savoir de quoi est composé le message, et puis le message, il se trouve qu'il y a des plans pour fabriquer un vaisseau spatial, et donc elle va essayer de convaincre les gens autour d'elle de leur donner des sous pour pouvoir construire ce vaisseau, et du coup ça montre un petit peu comment est-ce que la science elle fonctionne. Alors c'est un peu fictionnalisé évidemment, c'est un peu dramatisé, mais ça montre bien un petit peu le sentiment d'émerveillement qu'on fait face quand on a quelque chose de fondamentalement inconnu qui nous arrive dans la figure, et qu'on essaie de partir avec la tête froide et d'essayer de voir vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Par rapport à la vulgarisation, on parlait de façon facile, entre guillemets, de l'astrophysique, etc. C'est quoi la partie la plus dure pour vous? La partie la plus dure de l'astrophysique, alors il y a plein de parties. À part de rester jusqu'à 1 heure après la conférence et répondant les alors, fans. Pour moi, quand on travaille en astrophysique, donc quand on est chercheur ou chercheuse en astrophysique, la question la plus difficile aujourd'hui, c'est essentiellement une question politique, en fait. C'est la question de la précarité des jeunes chercheurs. Les jeunes chercheurs, aujourd'hui, ils sont obligés de faire des contrats de 3 à 3 ans après leur thèse, donc à partir du moment où ils sont vrais chercheurs, entre guillemets, on les encourage à aller dans le monde entier, faire des contrats de 2 à 3 ans, de recommencer leur vie sociale pour espérer avoir un poste par la suite dans une université ou dans un laboratoire. En pratique, c'est très difficile, il y a de moins en moins de financement, et c'est un système qui génère énormément de burn-out, d'angoisse, d'anxiété, assez généralisé en fait, c'est systémique, c'est un petit peu comme ça dans la plupart des pays du monde à l'heure actuelle. Et c'est ça, je pense, la partie la plus difficile, parce que tous les astrophysiciens que je connais sont des gens absolument passionnés par ce qu'ils font, qui ne comptent pas les heures qu'ils passent devant un ordinateur pour débugger du code ou produire une figure que 30 personnes vont voir dans le monde. Mais c'est des gens vraiment passionnés par ces questions-là, par des trucs des aspects très fondamentaux de l'univers, et ils aimeraient juste avoir l'opportunité de le faire dans de bonnes conditions, en fait. Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, c'est pour ça que j'ai quitté la recherche après ma thèse. Mais aujourd'hui, du coup, je raconte des histoires aux gens, et ouais, en fait, j'aime tellement ça que je considère pas que c'est du travail, évidemment, mais je le ressens pas émotionnellement comme ça, quoi. Et c'est quoi la partie la plus gratifiante, la plus sympa de ton travail? Et voilà, la partie la plus sympa de mon travail, c'est de voir la petite lumière dans les yeux des gens quand ils ont compris quelque chose que tu leur as expliqué et qui est vraiment non intuitive. Donc, par exemple, les limites du modèle du Big Bang, ou le fait que les étoiles dans le ciel sont des soleils comme le nôtre. Donc, c'est des réalisations qui sont vraiment profondes parce que ça connecte les gens à une réalité beaucoup plus vaste que ce à quoi ils s'attendaient jusqu'à présent, et ça crée quelque chose qui peut être très touchant, en fait, très émouvant. J'ai une personne il y a quelques jours qui m'a demandé si les satellites qu'on envoie autour de la Terre sont plus loin ou moins loin que les étoiles. Elle avait 40-50 ans, mais quand je lui ai expliqué que les étoiles étaient infiniment plus loin, il y avait quelque chose dans son visage qui a changé, et elle s'est rendue compte que l'univers était infiniment plus vaste que ce qu'elle imaginait pendant toute sa vie. Et c'est ça que j'essaie de créer chez les gens, cette réaction vraiment émotionnelle-là. Et parfois ça marche pas, évidemment, mais ça dépend des gens. Mais j'essaie de le transmettre de la manière la plus directe possible, quoi. Et deux questions pour finir. Pour les personnes qui ne connaissent pas Florence, le Festival de Florence, qu'est-ce que ça veut dire, le Festival d'astronomie de Florence? Alors, le Festival d'astronomie de Florence, c'est l'un des plus grands festivals d'astronomie d'Europe, selon les organisateurs. Et en fait, chaque année, dans le Gers, dans la petite ville de Florence, la petite ville de Florence se réorganise, et il y a ce festival d'astronomie qui comprend énormément de conférences de tous les niveaux possibles, essentiellement des conférences en astronomie, mais aussi
aussi en biologie, mais aussi en histoire des sciences, mais aussi en philosophie, mais aussi voilà plein de domaines académiques différents avec des chercheurs et des chercheuses qui viennent raconter des histoires qui sont absolument passionnantes sur l'origine de la vie sur Terre, sur est-ce qu'on est seul dans l'univers, sur la cosmologie, sur plein de sujets différents. Et c'est un festival tout public qui fait venir plusieurs milliers de personnes par an dans cette toute petite ville qui est un peu paumée. Et ça dure une semaine. Et donc il y a des ateliers, il y a des jeux pour les enfants, il y a des jeux, voilà, des jeux de société, il y a des films qui sont projetés. Depuis l'année dernière, on a un festival du film à Florence où on voit des films qu'on verrait nulle part ailleurs, qui sont des films qui parlent de science, qui parlent du traitement de la science, qui sont sélectionnés à la main pour vous faire voir des choses différentes de ce qu'on peut voir dans les blockbusters américains. Et c'est un festival qui est vraiment passionnant, très riche et très convivial. Il y a une ambiance très particulière à Florence qu'on trouve pas ailleurs. Il y a même un café Astro, apparemment. Tout à fait, un café Astro c'est moi qui l'anime, absolument, depuis 2 ans. Et en fait, l'idée, c'est d'une manière la plus conviviale possible de réunir des gens sur un gradin de stade, de prendre les personnes qui ont fait des conférences tout au long de la semaine et de les rassembler autour d'un sujet. Donc là, par exemple, cet après-midi, on va parler d'origine de la vie avec des gens qui sont spécialistes de plusieurs domaines liés à l'origine de la vie. Et les gens de tous les niveaux pourront poser toutes les questions qu'ils pourront avoir sur ce sujet-là et donner leur opinion aussi. Et parfois, ça peut être des débats un peu plus politiques, comme hier soir, on a eu un débat sur la transition écologique, sur la crise écologique et sur les réponses qu'on peut leur apporter. Et donc, c'est un peu un débat citoyen aussi. Ça permet aux gens d'intervenir pour raconter leur point de vue. Et même, c'est vraiment focalisé par rapport aux enfants, parce qu'il y a une espèce de concours de vidéos. Oui, alors il y a un concours de vidéos que je co-anime avec le président de la Société astronomique de France, qui s'appelle Sylvain Boulet. Et depuis 4 ans, on organise un concours à destination des jeunes de 11 à 18 ans, où l'idée, c'est de produire une vidéo de 3 minutes qui explique une notion en astronomie ou en astrophysique. Donc l'idée, c'est qu'on va créer des relations entre ces différents concurrents, mais qui sont pas vraiment des concurrents parce qu'ils sont plus en collaboration. Et on va les mettre en relation avec des vrais chercheurs et des vraies chercheuses qui travaillent en astrophysique. Et donc ils vont parler avec ces gens-là pour s'assurer que le script de leur vidéo il soit bien scientifiquement parlant. Et ensuite, au niveau créatif, moi, je les forme à faire de la vidéo de vulgarisation scientifique parce que je suis vidéaste pas de formation, mais de métier. Et ensuite, ils ont carte blanche pour pouvoir faire la vidéo de 3 minutes. Ils ont quelques mois pour faire ça. Et à la fin, on les projette au Festival d'astronomie de Florence un peu tous les jours du festival pour que ces vidéos elles soient valorisées, qu'elles soient vues par plus de 500 personnes chaque jour. Et chaque année, on remet un télescope à l'équipe qui a fait la meilleure vidéo, que ce soit sur le fond et sur la forme aussi. Donc c'est un très beau concours et ça a donné naissance à une chaîne YouTube qui s'appelle Univer, YOUNIVERS, la chaîne des astroados, sur laquelle on a une espèce de bibliothèque de vidéos qui ont été faites par des adolescents, pour des adolescents, et qui expliquent énormément de choses sur l'univers. Et même moi, j'ai appris des trucs sur l'univers grâce à ces vidéos qui sont faites par des enfants, quoi. C'est assez génial. Et quelqu'un qui travaille aussi beaucoup avec les enfants, c'est Uber Eats. Oui, tout à fait. Voilà, ma dernière question, il y avait 2, ça c'est la dernière. Et Uber Eats, lui, il est les parents du festival, il est des fois par ici, des fois non. Je ne sais pas si cette année il est là. Non, cette année il n'est pas là malheureusement, il est un peu malade. Mais d'habitude, il vient et on lui pose des questions super intéressantes. Et pour les personnes, en France, lui, il est connu, au Canada aussi, mais peut-être pas dans les pays hispanoparlants. Donc, vous pouvez juste expliquer quelques mots par rapport à Uber Eats, si l'importance que lui, il a eu, peut-être chez vous aussi. Oui, bien sûr, mais en fait, Uber Eats, il a publié, en fait, c'est un spécialiste de la formation de la matière dans l'univers, donc il a été théoricien de ça pendant très très longtemps. Et en fait, pendant toute sa carrière, il a publié énormément de livres, et il a fait énormément d'émissions de radio. C'est un personnage public en fait. Il a fait énormément d'émissions de télévision pour parler d'astronomie au plus grand nombre. Et il a fait des bouquins d'astronomie qui sont des best-sellers en fait. Et du coup, il est très associé à la culture astronomique en France. C'est vraiment le vieux petit papy avec sa grande barbe qui te raconte des histoires, et qui parle beaucoup à des enfants notamment, et parce ces derniers livres sont dédiés à ses petites filles et à ses petits-fils. Donc ouais, c'est quelqu'un qui a eu une influence considérable sur la manière dont l'astronomie elle est enseignée en France, parce que il y a des générations de vulgarisateurs et de vulgarisatrices qui se revendiquent d'Uber Eats en France aujourd'hui. Et ouais, donc il a contribué énormément. Donc il est le parrain de ce festival d'astronomie de Florence. Il a participé pendant des décennies à ce festival. Et aujourd'hui, on a un hommage à Uber Eats chaque année au festival, parce qu'il peut malheureusement
pu vraiment venir en personne. C'est le banc du temps qui passe. Donc on va mettre des intervenants ou des intervenantes du festival sur un banc, sur la scène de l'amphithéâtre, et on leur donne 5 minutes pour raconter un petit peu ce qu'ils veulent en fait. Ça peut être des chansons, ça peut être des poésies, ça peut être des réflexions sur le monde, toujours avec un angle autour de l'émerveillement. Et cet angle de l'émerveillement, Hubert Reeves on est persuadé que c'est la bonne approche pour expliquer l'univers et pour donner un sentiment d'appartenance au cosmos à tous ces gens et aujourd'hui de plus en plus un sentiment d'appartenance écologique au reste de la Terre parce qu'il a été très engagé aussi dans la diffusion de la culture écologique. Bon, Sébastien Carasso, merci beaucoup pour les minutes que vous étiez ici avec nous. Merci à vous. Et demain on verra si on est tout seul dans la galaxie ou pas. Est-ce qu'on est les seules formes de vie dans l'univers? Et évidemment, je ne répondrai pas à la question parce qu'on n'a pas la réponse à cette question, mais je donnerai un petit peu toutes les approches qui sont contemporaines, qui nous permettent d'avoir des indices dans les décennies à venir, qui pourraient peut-être nous permettre de répondre à cette question. Super, bon, merci beaucoup, très utile. Merci infiniment.